Nous sommes en 2014 à Sotchi et deux événements qui marqueront à jamais l'histoire des Jeux Olympiques sont sur le point d'avoir lieu presque simultanément. Le premier se passe loin des pistes, à l'abri des regards dans un des laboratoires du comité olympique. Des agents viennent de s'y infiltrer et sont sur le point d'y exécuter la plus grande tricherie de l'histoire du sport. Un scandale planétaire qui, quand il éclatera, impliquera le FBI, les services secrets et même des chefs d'État qui, pour tenter de s'en sortir, iront jusqu'à commanditer des assassinats. There is information that my life in jeopardy. Vladimir Putin wants you to stop talking. Yes, And people who cross Vladimir Putin often die of mysterious circumstances. yes. Mais pendant que ces agents opèrent, un Français est sur la piste pour tenter de briser une malédiction vieille de 4 ans. Son nom ? Martin Fourcade. Dans la dernière ligne droite, Svensson aux commandes, 10 mètres d'avance sur Martin Fourcade. Allez Martin Fourcade qui revient dans les spatules, Fourcade qui revient, ce sera trop court, peut-être pas, à la photo finish, il aura la photo pour séparer Emile Svensson et Martin Fourcade. Deux événements a priori indépendants qui pourtant sont intimement liés. Et c'est pour en découvrir la raison que je te propose de plonger avec moi dans l'histoire méconnue de cette légende du sport français, afin de revivre ses exploits, mais aussi ses doutes, ses galères et tout ce qu'on ne nous montre pas à la télé, comme l'implication qu'il a eue dans cette tricherie organisée qui lui a permis de remporter une médaille d'or olympique. Mais pour commencer, je voudrais te poser une question. Selon toi, qu'est-ce qui rend un sport captivant ? Certains diront qu'il doit être spectaculaire techniquement, alors que d'autres diront que c'est plutôt l'aspect physique, ce dépassement de soi presque bestial qui les font vibrer. Mais perso, ce qui me captive réellement, ce sont ces sports où toute l'attention de l'enjeu est canalisée en une poignée de secondes. Un instant presque suspendu dans le temps où tout peut basculer. Et ça tombe bien parce qu'au biathlon, il y a un peu de tout ça, puisqu'entre chaque tour intense de circuit, les skieurs jouent leur destin face au juge de paix, le pas de tir. Et si c'est si intéressant, c'est parce que contrairement à du tir sportif classique, les biathlètes sont très loin d'être dans des conditions optimales. D'abord parce qu'avec le vent et la neige, les conditions météo peuvent s'avérer cataclysmiques, mais aussi et surtout parce qu'ils arrivent exténués d'un effort intense. Nos muscles ont besoin d'oxygène, mais notre cerveau aussi énormément. Et l'effort maximum va faire qu'en fait, on n'a pas forcément assez de capacité pour irriguer l'ensemble des muscles qui demandent un effort maximum et le cerveau. Les biathlètes doivent donc, en seulement quelques secondes, réussir à ralentir leur rythme cardiaque, puis estimer la vitesse et la direction du vent afin d'ajuster leur carabine. Pour enfin bloquer leur respiration et tenter de blanchir le plus vite possible 5 cibles situées à 50 mètres. C'est Lucky Luke qui ose gagne. Emilia Jacquelin a osé, Emilia Jacquelin a joué et Emilia Jacquelin va gagner. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, car chaque balle manquée inflige une pénalité en temps ou en distance au tireur. C'est donc souvent sur le pas de tir que les victoires se jouent et les pires ennemis des biathlètes, c'est souvent ni la fatigue ni la météo, mais la pression de l'enjeu. Une sorte de combat avec toi-même, le tir, parce que techniquement, c'est pas quelque chose d'inabordable. En fait, ce qui fait la différence, c'est l'enjeu. Pour un demi-centimètre, je vais perdre un titre olympique ou je vais le gagner. Fourcade is on his way. It's all about this last shoot. Et là, le poids de la balle, il est énorme et le doigt, il tremble au moment où on la tire. Et cette science du tir si importante au biathlon, c'est très loin d'être le point fort du petit Martin Fourcade qui grandit dans les Pyrénées-Orientales. Par contre, il adore skier et a un besoin viscéral de gagner. Mais genre vraiment. Il y a votre papa qui disait que quand vous perdiez aux dames, vous renversiez la table, quoi. Sacré caractère, quoi. Je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. Moi, ma femme se moque de moi parce qu'on a 2 petites filles de 3 et 5 ans. Et c'est vrai quand on joue aux jeux de société, je les laisse pas gagner. En bref, des petits, Martin c'est le tryharder originel et pour se motiver, il accroche sur les murs de sa chambre les posters de ses idoles, dont celle de la légende du biathlon, Ole Einar Bjørndalen. Moi, je suis la caricature un petit peu classique du jeune sportif qui met les posters de tous ses champions dans sa chambre. Mais Martin a aussi une idole qui, pour le coup, n'est pas sur les murs de sa chambre puisqu'elle dort dans celle d'à côté, son frère Simon qui est un grand espoir du biathlon français. Simon a 4 ans de plus que moi.
Et il a été amené à ouvrir la voie. Et certes, le biathlon, c'est un choix qui m'est propre. Et c'est un choix qui est vachement orienté par ce que fait ton grand frère et que tu as envie de copier, que tu as envie d'imiter. J'ai fait du hockey, Martin a fait du hockey. J'ai fait du ski de fond, Martin a fait du ski de fond. J'ai fait du biathlon, Martin a fait du biathlon. Et forcément, c'est une comparaison qui est permanente. Là où toi, tu commences à faire tes armes en Coupe de France, ton frère est champion du monde. Là, on est sur le schéma classique du petit frère qui grandit dans l'ombre du grand et qui l'imite dans à peu près tout ce qu'il fait. Alors comme Simon, Martin se met au biathlon et grimpe les échelons jusqu'à le retrouver en équipe de France en 2008 pour participer à l'IBU World Cup. Et c'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses vont changer. Alors l'IBU World Cup, ou Coupe du Monde, c'est la saison régulière de biathlon. Tous les hivers, les athlètes s'y affrontent sur une dizaine de week-ends comprenant jusqu'à 4 courses individuelles différentes ayant chacune leur spécificité. Chacune rapporte des points en fonction de sa place et l'objectif c'est d'en engranger le plus possible. Car en fin de saison, le leader du classement général se voit remettre la plus prestigieuse des récompenses pour un biathlète, le gros globe de cristal, qui est d'ailleurs peut-être la deuxième plus prestigieuse. En tout cas, dès le départ, Martin impressionne de par son endurance hors norme. Avec des qualités physiques qui m'ont certes accompagné plus facilement à être un bon skieur. Par contre, derrière la carabine, c'est une autre histoire. Au niveau du tir, c'était pas du tout le cas. J'étais un enfant qui n'était pas forcément adroit, méticuleux, et le tir, c'est un sport de finesse. Sauf qu'on l'a bien vu, être précis, c'est primordial pour gagner. Alors si Martin veut faire ses preuves et garder sa place en équipe de France, il va devoir combler ses lacunes très rapidement. Car après seulement une saison en Coupe du Monde, il s'envole vers la compétition la plus prestigieuse pour un biathlète, les Jeux Olympiques. Une occasion en or de briller s'il venait à décrocher une médaille, mais qui peut s'avérer à double tranchant en cas de mauvais résultats. Simon Fourcade had no problems, but Martin not so fortunate. On arrive aux Jeux de Vancouver 2010 et à l'époque déjà, le nom Fourcade est sur toutes les lèvres. Alors pas pour Martin, mais pour son frère Simon, qui est l'un des grands favoris. Simon, numéro 1 mondial, et moi j'étais le petit jeune. Mais sur les lèvres se murmurent aussi des rumeurs de dopage concernant les équipes de l'Est et notamment la Russie, dont certains membres ont déjà été contrôlés positifs en 2006. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Car pour l'instant, les Fourcades doivent faire face aux 4 épreuves individuelles du biathlon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas très bien commencer. D'abord, sur la première course, le contre-la-montre sprint de 10 km, ils finissent 71e et 45e. Puis sur la poursuite, une course dont l'ordre de départ est établi grâce au résultat du sprint, Martin termine 34e alors que Simon ne prend même pas le départ. Et sur la troisième course, le contre-la-montre individuel de 20 km, c'est pas beaucoup mieux puisqu'ils finissent 40e et 14e. Clairement, c'est la catastrophe et même si Martin sait qu'il aurait pu mieux faire, il est quand même frustré par une certaine injustice. J'en veux à mes entraîneurs de ne pas avoir respecté le pacte tacite de l'équipe de France qui était en vigueur depuis des générations et du coup d'avoir un peu réorganisé les règles au dernier moment. Alors pour la faire courte, Martin aurait dû être le 6e à s'élancer sur le contre-la-montre sprint. Sauf qu'au dernier moment, le staff a décidé d'échanger les dossards. Résultat, Martin part 44e, mange les chutes de neige et termine 34e. Alors que son coéquipier qui a récupéré le dossard 6, lui, remporte la course. Autant te dire qu'il est plutôt énervé et ça se comprend. Mais heureusement, il lui reste une course pour faire ses preuves. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'épreuve reine du biathlon. Celle où tous les coureurs partent en même temps et qui offre le plus de rebondissements, la mass start. As we prepare for the 15 km mass start, 5 laps of the 3 km course. Comme vient de le dire le speaker, la mass start, c'est une course de 5 tours entrecoupée de 4 tirs. D'abord 2 couchés, puis 2 debout, le tout pour un total de 15 km. Sachant que chaque balle manquée envoie le skieur faire un tour de l'anneau de pénalité, ce qui lui fait perdre une vingtaine de secondes, une éternité au biathlon. S'il veut gagner, Martin doit donc absolument s'appliquer sur les tirs qui lui font souvent défaut. Parce qu'aux Jeux Olympiques, le niveau est si relevé qu'on dit souvent qu'au-delà d'une erreur, l'or s'évapore. Depuis ma petite enfance, je me suis nourri de ce besoin de compétition, de ce besoin d'affrontement, de reconnaissance. Il y a une remise en question qui est totale et de chaque instant. On va voir si tu es capable de devenir champion olympique. C'est là, c'est maintenant. And away. There's a bunched start, a mass start, and it's called a mass start for good reason, as the 30 competitors make it safely around the first curve. Yes, they do. So we have got the Fourcade brothers. 11 on the right, that's Simon, and 16 is Martin Fourcade.
L'image est belle au premier intermédiaire avec les deux frères qui pointent en tête du peloton. Un peloton qui, comme à son habitude, reste groupé et relativement calme sur le premier tour de piste. Car la course est longue et tenter une échappée maintenant serait très risqué, voire suicidaire. Les biathlètes préfèrent donc attendre le premier pas de tir qui sert généralement d'écrémage et de déclencheur des hostilités. And Jay, 4 out of 4. Jay, 5 out of 5. And Simon Fourcade had no problems, but Martin not so fortunate. Simon signe un magnifique 5 sur 5 et part dans le groupe de tête. Mais Martin, lui, manque de cible. Il doit donc faire 2 tours de la note pénalité et ressort à 40 secondes des leaders. Ça part très mal pour le petit frère, mais la course est longue et on sait Martin très rapide sur ses skis. La question maintenant, c'est est-ce qu'il l'est suffisamment pour combler ce retard? Martin Fourcade is 28 seconds back because he's such a good skier. He'd be one of the best skiers along with perhaps Bjorn Dahl and Ferry, but you've got to hit the targets. Now the questions are asked. Not so easy to hold the rifle absolutely still in the standing position. So there's some missing going on as we expected. Ustugov has shot clean. Martin Fourcade and his brother Simon, 5 out of 5. Martin Fourcade, he's missed a couple, but he's so quick around the course. He's sitting alongside athletes who've only missed one. Après 3 tirs, 5 coureurs se sont échappés en tête. Mais Martin est si rapide qu'il a déjà rattrapé son frère et comblé 20 de ses 40 secondes de retard en seulement 2 tours. Et ça, c'est une information très importante, car il reste encore 1 tir et 2 tours à couvrir. Ça veut dire que s'il maintient ce rythme, il peut revenir sur les leaders en fin de course pour jouer le podium, voire mieux. Mais pour ça, encore faut-il blanchir correctement les 5 cibles du 4e et dernier tir. Ustugov, 3 out of 3. Hurat has shot 5 out of 5. Ustugov, can he join him? Yes, he can. Ustugov and Hurat, 5 out of 5. And away go your front two. It should be between them. Martin Fourcade, he's missed another one, so... Malheureusement, Martin loupe une 3e balle et repart sur la note pénalité. Avec maintenant 26 secondes de retard et un seul tour restant, on commence à se dire que l'affaire est pliée et que la médaille, on peut l'oublier. Mais le Pyrénéen va en décider autrement. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe où pour la première fois, en fait, dans ma carrière et dans ma vie de sportif, j'ai l'impression de ne pas ressentir la douleur. Oh, that's Martin Fourcade! Martin Fourcade is flying on the skis. He has... Déchaîné, il était déchaîné. And now he goes by Hurat for the silver! Martin lâche les chevaux et avale le 3e avant de remonter comme une flèche pour s'emparer de la 2e place. Il a alors le leader, le russe Ustugov en ligne de mire et commence à se dire « L'or olympique, est-ce qu'il serait pas pour moi ?» Could he run down Ustugov? He's missed 3 targets. Ustugov and Hurat haven't missed one. What a skier. What a race Fourcade is putting together. Take back just one of those missed targets and he'd be in gold medal position. Malheureusement, l'arrivée est trop proche et Martin échoue à seulement 10 secondes du russe. Here's a great race from Evgeny Ustugov. Fourcade, oh, he's quick. If only he was a little more accurate with the rifle, it would have been a different result. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il repart de ses premiers Jeux Olympiques avec une magnifique médaille d'argent autour du cou. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que j'ai envie de partager avec tout le monde, avec mon frère. Voilà, et c'est un grand moment, c'est un grand moment. Aujourd'hui, Martin, il était sur une autre planète, c'était carrément un extraterrestre. Il me tarde de voir les temps de ski pour voir combien il met à tout le monde, mais je pense que ça va être un truc de dingue, quoi. Mais si ce podium aurait dû être le plus beau moment de sa vie, ça ne va pas être le cas. Car si au premier abord son frère semblait heureux pour lui, c'est loin d'être aussi simple. Et en montant sur ce podium, moi j'ai qu'une envie, c'est de partager cette réussite avec mon grand frère qui pour le coup est en train de pleurer dans le public parce qu'il est déçu de sa propre performance, parce qu'il y a une forme de jalousie aussi de voir son petit frère lui passer devant. Parce que la seule chose que je voyais, c'était mon petit frère qui me passait devant. Donc, même si j'étais très content pour lui, en même temps j'éprouvais une jalousie hyper profonde en fait qu'il ait réussi à obtenir de manière en plus aussi rapide, ce après quoi moi je courais depuis très très longtemps. Simon n'a pas bien vécu du tout le fait que son petit frère, l'outsider, reparte avec une médaille alors que lui, le leader de l'équipe de France, repart les mains vides. Et malheureusement, cette course, c'est le début de tensions qui vont durer des années entre les deux hommes. Mais c'est aussi un déclic pour Martin qui réalise plusieurs choses essentielles. Cette course pour moi est vraiment fondatrice parce que je trouve qu'on rêve d'être champion olympique en étant gamin. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, ce jour-là, je prends conscience que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. Mais il comprend aussi que pour remporter ce titre, il va devoir adopter un état d'esprit de conquérant, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Et vous dites à un moment, j'ai décidé définitivement de choisir la culture de la gagne plutôt que les émotions de mon frère.
Ouais, parce que j'essayais de gagner, mais sans faire trop de bruit, parce que je voulais pas blesser mon frère. Et il y a un moment où si on veut être le meilleur, il faut aussi savoir pouvoir prendre la place et dire désolé, mais c'est mon tour. Mais le plus important, c'est que ce jour-là, il comprend que le talent seul ne suffira pas, et que pour s'emparer du plus précieux des métals, il va devoir se donner à 100% en permanence. Sur ce podium olympique de Vancouver, avec cette médaille d'argent, j'y suis arrivé avec du talent, et c'est après que je vais me mettre à bosser. Allez, jusqu'au bout, avec le panache. Avec le panache de Martin Fourcade. Et voilà, il fait craquer Arne Pfeffer. Il sera vraiment l'homme de l'année, Martin Fourcade. C'est fait. Bravo, ouais. Premier globe Bravo, de la jeune carrière de Martin Fourcade à 23 ans seulement. En seulement quelques mois, Martin se métamorphose. Il passe du gamin talentueux qui se repose sur ses acquis à bourreau de travail. Et moi, j'ai construit toute ma carrière, ma confiance dans le travail. Et c'est vrai que j'abordais les compétitions en ayant confiance en moi parce que j'étais sûr d'avoir mis tout en place tout au long de l'année pour être le plus performant possible ce jour-là. Oui, le vrai travail il se fait sur la course, mais il n'y a pas de raison d'être stressé si tu as tout mis en place et que tu n'as pas grand-chose à te reprocher. Une nouvelle philosophie qui, combinée à ses capacités de skieur, lui offre 2 fois de suite le gros globe de cristal de la Coupe du Monde. Mais son réel objectif, c'est le titre olympique, et plus particulièrement celui de la mass start. Ces Jeux en Russie, c'est donc l'occasion de voir si le travail a payé. Surtout que pour remporter cette première médaille d'or, Martin va devoir affronter des adversaires qui ont un petit truc en plus. Et pendant ces Olympiades, on verra aussi qu'il n'y a pas que sur le pas de tir que la victoire peut se jouer à quelques millimètres. Ce sera trop court, peut-être pas, à la photo finish. Mais juste avant de s'envoler pour Sochi, je voulais te parler d'un outil super pratique qui me fait le plaisir de soutenir cette vidéo, UPDF. Alors UPDF, comme son nom l'indique, c'est un logiciel de traitement de fichiers PDF dispo sur Windows, Mac, iOS et Android. Il te permet évidemment de modifier, annoter, convertir ou encore signer ton document en quelques clics, mais ça ne s'arrête pas là. Car ce qui rend l'outil vraiment puissant, c'est son assistant IA basé sur GPT-5 et DeepSpeak. Je t'explique. En fait, en plus de répondre à tes questions comme n'importe quel assistant IA classique, celui du PDF te permet d'interagir directement avec tes PDF. Concrètement, tu peux lui donner un ou plusieurs documents et lui demander de faire tout un tas de choses avec. Ça peut être remplir un formulaire à ta place, modifier les parties d'un rapport ou encore rechercher et synthétiser des informations dans un article long comme le bras. Et ce qui devrait t'intéresser, surtout si t'es étudiant ou que ton travail t'amène à faire des recherches, c'est qu'UPDF a un modèle d'IA dédié aux recherches académiques et à la recherche d'articles. Ce qui est très pratique pour croiser les informations de tes PDF avec des bases de données du monde entier. Et ce qui est aussi top avec UPDF, c'est qu'il propose une version gratuite, ce qui te permet de tester l'outil pour voir si ça correspond à tes besoins avant d'investir dans la version complète. Perso, je l'utilise dans mes phases de recherche pour synthétiser de longs passages ou retrouver une info précise dans des rapports interminables, comme celui dont on reparlera dans la dernière partie de cette vidéo. Si ça t'intéresse, je te mets le lien et toutes les infos dans la description, et nous, on est reparti pour la vidéo. On arrive au jeu de Sochi 2014 et honnêtement, l'ambiance est au rendez-vous. Les sports d'hiver, c'est une religion en Russie et le public est à fond derrière ces athlètes. Mais il n'y a pas que sportivement que les enjeux sont énormes, car pour le pays, c'est l'occasion rêvée de briller pour valoriser son image à l'international dans un contexte de tension avec l'Europe et les États-Unis. Et ça semble bien parti pour eux, car depuis le fiasco de 2010 où la Russie a terminé hors du top 10 du classement des médailles, les sportifs russes se sont étrangement beaucoup améliorés. Alors malheureusement pour Martin, ça fait de la concurrence supplémentaire, mais il arrive quand même à Sochi en tant que grand favori. Un statut qui, s'il est bon pour l'ego, met aussi énormément de pression. Et ça va se ressentir dès la première course. Alors que beaucoup le pensaient fini, Björn Dahlem, l'idole de Martin, s'offre un barou d'honneur en allant chercher un 7e titre olympique. Pendant que notre Français, lui, passe à côté de sa course en terminant 6e. Et oui, l'attente médiatique c'est quelque chose, il faut s'y préparer. Je pensais m'y être préparé, mais cette une m'a renvoyé peut-être à des démons intérieurs. Et oui, cette course c'est une énorme désillusion dans ma carrière parce que j'aurais dû la gagner, elle était faite pour moi. Le problème, c'est que cette contre-performance, elle impacte aussi la deuxième course, la poursuite, dont la grille de départ dépend du résultat au sprint. Comme Martin a fini à 12 secondes de Björn Dahlem, il partira donc 12 secondes après lui. S'il veut sauver ses jeux, il va donc devoir skier fort pour combler ce retard, mais surtout viser juste. À l'instant même, Martin Fourcade s'élance et qu'il appuie très fort sur les bâtons, il va tenter tout de suite de rattraper les quelques secondes de retard qu'il a sur la tête de course. Dès les premiers kilomètres, Martin se donne pour faire la jonction. Il rejoint donc le groupe de tête pour le premier tir qu'il doit absolument assurer.
Fourcade, 4 sur 4. La dernière cible dans quelques instants, c'est bon. Martin les mettre devant. Même s'il a quelques secondes de retard sur Björn Dahlel, il a l'air très bien dans sa tête, très bien dans ses skis, très bien dans son tir. Martin Fourcade qui pousse. Doucement mais sûrement, Martin blanchit ses 5 cibles. Il a appris de ses erreurs et préfère perdre quelques secondes pour assurer ses balles plutôt que d'aller tourner sur l'anneau de pénalité. Il enchaîne ensuite les tours sans faute jusqu'au 3e tir, le premier debout. On entre alors dans le money time, le moment où savoir gérer la pression fait toute la différence. On va voir la première cible, elle est tombée, c'est parfait. Martin, aïe, erreur sur la deuxième cible, malheureusement pour Martin Fourcade. La 3e est bonne, la 4e va être bonne, et la 5e va être bonne. Malheureusement, Martin loupe une cible et doit partir tourner sur l'anneau de pénalité. Une erreur qui aurait pu lui coûter très cher, mais heureusement, ses adversaires manquent aussi une balle et le rejoignent. Un sursis qui renvoie le verdict au 4e et dernier tir de cette course. Et j'arrive sur ce dernier tir en tête. Et donc, pour le coup, l'équation, elle est super simple. Si je fais le sans faute, je suis champion olympique. Fourcade is on his way. It's all about this last shoot. Et là, le poids de la balle, il est énorme. Et le doigt, il tremble au moment où on la tire. Monsieur lève le bras déjà. Il a levé le bras, il a compris. Martin Fourcade, champion olympique. Martin aligne un tir de patron et sort largement en tête du pas de tir. Il en profite alors pour savourer ce dernier tour qui l'amène vers son tout premier titre de champion olympique. Martin Fourcade, plus que 50 mètres. Voilà, il lance des baisers à la foule. Bravo. Champion olympique de poursuite. À l'arrivée, il est félicité par le GOAT Björn Dahlel en personne qui dira même que Martin est le meilleur biathlète de sa génération. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. D'abord parce que 3 jours plus tard, il remporte un 2e titre sur le contre-la-montre individuel. Mais aussi parce que de l'eau a coulé sous les ponts et qu'aujourd'hui son frère est à fond derrière lui. C'est vraiment génial, moi je suis vraiment hyper fier de mon petit frère. Il y a eu des moments compliqués par le passé, voilà, là c'est vraiment juste du pur bonheur et il fallait aller la chercher. Martin allait en chercher une, il va en chercher une 2e. Là je crois que la machine est vraiment lancée et ça promet une master vraiment monstrueuse pour dimanche. Nous y revoilà, l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques, celle qui a révélé Martin il y a 4 ans et qu'il a à cœur de remporter. Mais pour prendre sa revanche, il va devoir faire face à des adversaires très coriaces, surtout du côté des Norvégiens et des Russes qui seront particulièrement difficiles à battre. Mais le Pyrénéen est déterminé, surtout que s'il s'impose, il deviendrait le premier Français de l'histoire à remporter 3 médailles d'or sur une même édition des Jeux. Donc avec 3 Français engagés dans cette mass start, Martin Fourcade évidemment à la recherche de son 3e sacre. Et ça s'est compliqué très sérieusement pour Martin Fourcade dès le premier des 4 tirs de cette master qui dans son regard ne semble pas dans un énorme jour. Alors il y a des rumeurs comme quoi il serait malade, on verra ça sur la suite de cette épreuve. En plus de tirer lentement, Martin manque une cible dès le départ. L'histoire se répète et comme en 2010, il se retrouve déjà à 40 secondes des leaders. Clairement, c'est mal embarqué, mais connaissant ses qualités de skieur, rien n'est perdu. Il appuie alors comme un sourd sur ses bâtons pour revenir et blanchit parfaitement les cibles sur les tirs 2 et 3. Une belle remontée qu'il place à seulement 12 secondes des leaders. Il lui reste encore 2 tours pour combler son retard, mais il sait que psychologiquement, c'est indispensable d'arriver sur le dernier pas de tir en même temps que ses adversaires pour leur mettre la pression. Il décide donc de faire de suite l'effort pour remonter et atteint son objectif, mais au prix d'un effort conséquent. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette dépense d'énergie n'a pas entamé sa lucidité? Auquel cas, ces 5 dernières balles pourraient bien manquer de précision. Martin signe un 5 sur 5 supersonique qui aurait bien pu lui offrir le titre si ses 2 adversaires ne l'avaient pas imité quelques secondes plus tard. Au final, les 3 repartent ensemble, mais le trio va vite se transformer en duo sur l'attaque tranchante du Norvégien Emil Svendsen, que seul Martin peut encaisser. Alors le scénario est déjà fou et c'est pas fini, car les deux ne se lâchent pas d'une semelle jusqu'à la fin. C'est donc, pour le plus grand plaisir des spectateurs, la dernière ligne droite qui décidera du champion olympique. Dans la dernière ligne droite, Svendsen aux commandes, 10 mètres d'avance sur Martin Fourcade. Allez Martin, il faut avoir un effort incroyable pour rentrer. Svendsen, toujours 5 mètres d'avance pour Martin Fourcade. Martin Fourcade qui revient dans les spatules, Fourcade qui revient
qui s'est imposé, c'est Martin Fourcade. Il y aura la photo pour séparer Emile Svensson et Martin Fourcade. Quel scénario incroyable. Est-ce que Martin Fourcade va rentrer dans l'histoire ou pas? Non. Le Norvégien célèbre un peu tôt et Martin parvient à revenir en se jetant sur la ligne. Et je sais pas toi, mais moi, je comprends pas ça. Que ce soit à ski, à vélo ou dans n'importe quel sport, il y a tellement d'exemples de moments très gênants où le leader célèbre trop tôt et se fait sauter sur la ligne que ça devrait les vacciner au bout d'un moment. Bon, heureusement aujourd'hui, c'est peut-être à l'avantage d'un Français car la décision est remise à la photo finish. Est-ce que Martin Fourcade va rentrer dans l'histoire ou pas? Non, c'est Emile Svensson qui est sacré champion olympique. Ça se joue au millième, incroyable. Le coup de karma aurait été magnifique, mais pour une poignée de millimètres, Martin doit encore une fois se contenter de la deuxième place. C'est évidemment une énorme déception, surtout qu'il enchaîne avec une course en relais très frustrante avec l'équipe de France. Voilà, après faut pas occulter tout ce qui s'est passé avant dans ces jeux, mais c'est vrai que là, à chaud, je suis déçu de la course d'aujourd'hui, un peu énervé. Et voilà, je pense qu'on avait moyen de jouer beaucoup mieux. Après voilà, on est tous jeunes et on sera là à Pyeongchang pour jouer les médailles. Maintenant, ce que veut Martin, c'est réussir à ramener un titre collectif pour les copains et surtout briser la malédiction en remportant cette foutue mass start. Et pour ça, il a déjà les yeux rivés vers ce qui pourrait bien être ses dernières Olympiades, les Jeux de Pyeongchang 2018. Un événement où, on va le voir, l'histoire a une fâcheuse tendance à se répéter. Il faut lâcher les coups. Allez Martin, c'est bien ce qu'il faut. Reprends, il y a 4 ans, ne pas craquer. La finish. Non. Mais il n'y a pas que le biathlon dans la vie. Et pour le Pyrénéen, les années qui suivent sont surtout marquées par la naissance de ses deux filles, Manon en 2015 et Inès en 2017. Des événements heureux qui posent quand même certaines contraintes quand on est sportif de très haut niveau. Quand on partait en balade en famille sur un jour de repos, quand je prenais ma fille sur les épaules, ça me faisait penser à ce que je suis en train de faire me fatigue sur une journée de repos. Et donc ça devient schizophrène comme pensée. Mais cette paternité, elle ne va pas l'empêcher d'écraser la concurrence. 40e succès en Coupe du Monde, vous pouvez y ajouter les 2 titres olympiques. Et oui, le champion sur ces dernières années, c'est Martin Fourcade qui gagne autant que toute l'équipe de Norvège réunie. Exactement. C'est complètement fou. Malgré toutes ces péripéties, Martin Fourcade va terminer la saison avec le 20 sur 20. 14e victoire cette année. Merci Martin pour cette saison. Merci pour toutes ces émotions. Au terme de la saison 2018, le Français en est à 11 titres mondiaux et a dépassé le record de Björn Dahlem en remportant sa 7e Coupe du Monde consécutive. Une domination comme on en voit rarement, tous sports confondus, mais qui dénote un peu avec son palmarès olympique. Car même s'il est devenu sans conteste l'un, si ce n'est le meilleur biathlète de l'histoire de la Coupe du Monde, ce sont les médailles d'or olympiques que retiennent les médias et le grand public. Alors 2 titres, c'est déjà énorme et beaucoup en rêveraient, mais s'il devait en rester là, c'est vrai que ça serait quand même une déception au vu de son potentiel. En bref, ces Jeux de Pyeongchang sont sa dernière chance de passer du statut de très grand à celui de légende. Car s'il réalise l'exploit de décrocher au moins 3 médailles, il deviendra officiellement le Français le plus titré de l'histoire des Jeux, hiver et été confondus. Mais pour ça, il faudra savoir viser juste au moment décisif. On arrive en Corée pour les Jeux de 2018 avec un Martin Fourcade qui mène non seulement l'équipe de biathlon, mais aussi toute la délégation française en tant que porte-drapeau. Un rôle qu'il aimerait bien honorer en commençant ses Olympiades de la plus belle des manières. Sauf que dès le premier pas de tir de ces Jeux, all eyes will be on now. Martin Fourcade. Oh, a miss for him. 2. Uh-oh. Oh, 3 misses for Fourcade. C'est la douche froide. Pour son entrée en lice, Martin ne loupe pas 1, pas 2, mais bien 3 balles. 22 seconds down in 8th place and he'll be shattered. L'histoire de Sochi commence déjà à se répéter, mais en pire. Car au moins en Russie, il avait brillé sur l'individuel. Mais à Pyeongchang, et alors qu'il réalise pourtant la course parfaite en arrivant sur le dernier pas de tir avec 1 minute d'avance et 0 erreur, Here we go. This is the moment. This could determine the gold medal. Final shoot for Martin Fourcade. Oh, 2 misses. Martin manque ses 2 dernières balles et chute à la 5e position alors que le titre lui tendait les bras. Ça aurait difficilement pu moins bien commencer, mais heureusement, l'histoire ne se répète pas que dans le mauvais sens. Straight now, it is Martin Fourcade who's picked up the tricolore of France. He waves the flag in front of the camera. What an athlete. He certainly is Mr. Biathlon.
Comme en 2014, Martin se réveille sur la poursuite et monte sur la plus haute marche du podium. Un sacre individuel qui le réjouit évidemment, mais lui, ce qu'il voudrait surtout, c'est en faire profiter les copains. J'ai eu une frustration sur mes 2 premières Olympiades de ne pas arriver à être mobilisateur pour le relais. Et là, au matin des Jeux, on est dans nos chambres et je vais chercher mes 3 coéquipiers. Je leur dis venez, on va faire une balade tous les 4. Et à un moment, Martin, il s'est dit venez, on s'allonge dans l'herbe. On s'est tous allongés dans l'herbe. On est restés tous les 4 immobiles comme ça, silencieux. Et c'est rigolo parce qu'on a un moment de communion sans rien se dire. Il y a qu'un courant qui passe et qui va motiver l'autre et qui dit « T'inquiète, on est là aussi, t'es pas tout seul en fait ». Ça veut dire ça en fait, ce regroupement, ça veut dire on est 4, on va aller chercher tous les 4 un bon résultat. Quand Simon me donne le relais, on est à 3 équipes pour la gagne. Ça veut dire que tu as une responsabilité. Tu portes un poids sur tes épaules qui est aussi la course de tes copains. Fourcade pushing it for France. Je me détache après le tir couché. J'arrive seul du coup sur le tir debout avec encore une fois ces 5 balles à mettre pour offrir le titre olympique à ses copains. Parce que là c'est de ça dont il s'agit. It's all about this last shoot. Puis voilà, puis Martin en fait c'est le mec, il transforme le métal en or. Oh, hello France. Germany missed one. Fourcade is on his way. D'être le porte-drapeau, d'avoir tout gagné et puis de passer cette ligne comme ça et d'offrir ça à la France en fait. It is Fourcade for gold for France. C'est la force d'une course par équipe dans un sport individuel. Ça a de magique que tout le monde vibre à l'unisson. Un sacre particulièrement émouvant avec les copains qui nous amène à une situation où il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il a déjà autour du cou 2 des 3 médailles qui feraient de lui le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux. Mais la mauvaise, c'est qu'il ne lui reste plus qu'une course pour aller chercher la 3e, et c'est la Mass Start. On va donc voir si le jour de gloire est enfin arrivé ou si cette course lui laissera à jamais un sentiment d'inachevé. Where we're going to bring you the final individual event at the 2018 Olympic Winter Games. It's the men's 15-kilometer mass start. Avec 2 médailles d'argent consécutives, autant dire que Martin arrive sur cette mass start avec le couteau entre les dents. Il compte bien tout faire pour s'imposer, mais pour ça, il va devoir faire face à des adversaires particulièrement en forme. D'abord, du côté des cadors de la délégation allemande menée par le dossard numéro 1 Arndt Pfeiffer et le champion du monde en titre de la mass start, Simon Schempp. Mais il faudra aussi faire attention aux jeunes de la nouvelle génération, comme le suédois Samuelsson ou encore le nouveau prodige norvégien Johannes Bø. En bref, un plateau très dense qui risque de nous offrir une course particulièrement intéressante. The gun sounds. Pfeiffer in 1, Fourcade in 2, Johannes Tingesbø in 3. They are the front line. Dès le départ, Martin assume son statut et ses ambitions en prenant la tête du peloton jusqu'au premier tir, celui qui lui a souvent fait défaut sur la mass start. Destier misses Fourcade, a miss. Pfeiffer a miss. Oh, this is interesting. Jamais 203 malheureusement, et pour cette 3e mass start olympique, Martin part à la faute dès le premier tir. Et comme si ça suffisait pas, le Français se prend les pieds dans le tapis en reprenant la piste. There he goes down. Oh, may have just clipped one of the protective areas there. Au moins le point positif, c'est que s'il s'impose, ce sera avec panache. Mais pour ça, il va devoir skier fort et blanchir toutes les cibles, sans exception. En commençant par celle du pas de tir numéro 2. His name down the bottom, he gets the first. Samuelsson misses one, so he goes in again. So the big changes. Wow, this race starts to heat up now. Alors que le Français aligne un magnifique 5 sur 5, Bø et Samuelsson craquent, ce qui rebat totalement les cartes. Désormais, il n'est plus qu'à quelques secondes d'une tête de course qu'il rejoint rapidement à grands coups de bâton. Le Pyrénéen est en feu et en arrivant sur le premier tir debout, il montre à tout le monde qui est le patron. Fourcade 3. Fourcade 4. Fourcade 5. Fourcade takes off. Would you believe it? Martin Fourcade has taken the lead. Martin règle l'affaire à vitesse grand V et repart en tête suivi de 2 Allemands, dont un qui pourrait bien lui poser problème, le champion du monde Simon Schempp. Car si Fourcade, lui, est l'un des meilleurs fondeurs du plateau, Schempp, lui, est l'un des meilleurs sprinters. Il doit donc à tout prix s'en débarrasser avant la dernière ligne droite. Et pour ça, le dernier pas de tir semble être l'occasion rêvée, car ceux qui en sortiront avec le moins de pénalités sont ceux qui iront se jouer la gagne. Here they come. The 3 leaders, no surprise that one of them is Martin Fourcade of France. He's fought back from a 30-second deficit, and now we come to
the crunch. 2 Germans, 1 French. They all share in the glory and the disappointment. This will be the decider. Martin Fourcade, Simon Schempp. Oh my word. Oh, Lesser. Fourcade shooting quickly and misses the last again, and so does Schempp. Alors que les deux Allemands étaient partis à la faute, Martin avait une balle en or au bout des doigts, mais manque son dernier tir. Résultat, il ressort au coude à coude avec celui qu'on craignait, Simon Schempp. On ressort en même temps du pas de tir. Je sais que j'ai 2 km entre la montée et le plat pour me détacher. Il est meilleur que moi au sprint. Si tu arrives dans la dernière ligne droite avec lui, t'as perdu. Alors Martin bombarde et donne tout pour distancer Schempp, mais l'Allemand n'est pas champion du monde pour rien. À ce moment-là, je sais qu'on va arriver dans la situation que je voulais à tout prix éviter, me retrouver sur cette dernière ligne droite au sprint avec lui. J'ai pas réussi à l'avoir sur mon terrain, donc là je rentre sur le sien. Malheureusement à Pyeongchang, l'histoire de Sochi semble se répéter presque trait pour trait. D'abord un sprint manqué, puis une remontée sur la poursuite et maintenant une mass start qui va se jouer au sprint. Un scénario qui ne lui a pas souri il y a 4 ans et qui, au vu de l'adversaire, risque de ne pas lui sourire aujourd'hui non plus. Mais comme disait un grand skieur, tente ta chance. Sur un malentendu, ça peut passer. Alors Martin donne tout et lâche ses dernières forces dans la bataille. Martin Fourcade contre Simon Schempp, le champion du monde, contre le meilleur biathlète actuel. Martin Fourcade qui lance l'attaque. Martin Fourcade qui est devant Simon Schempp qui essaye de partir de l'autre côté. Martin, il faut lâcher les coups. Allez Martin, c'est bien ce bout. Le titre, repensez il y a 4 ans, ne pas craquer. La photo finish. Non. Et Martin Fourcade qui n'est pas certain. Au bout de l'effort, les deux se jettent sur la ligne pour la franchir en premier. Mais encore une fois, c'est la photo finish qui décidera du champion olympique. Et vu la réaction de Martin, il a l'air loin d'être confiant. C'est un moment étrange où il y a 1 minute de flottement où je sais pas ce qui s'est passé. Et quelques secondes plus tard, la décision des arbitres met fin au suspense. Martin Fourcade, champion olympique. C'est une explosion parce que je deviens le sportif français le plus titré aux Jeux Olympiques. Parce qu'il y a cette malédiction de la mass start qui est vaincue. J'arrivais aussi à un âge où j'avais 2 petites filles à la maison. Ça m'a ouvert aussi au sein de ma discipline, avoir envie de transmettre. Eh oui, car être sportif de très haut niveau, ça implique beaucoup de sacrifices, comme le fait d'être loin de ses petites filles presque toute l'année. Alors après une saison 2019 compliquée, l'année 2020 est marquée par 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'interview d'après-course du relais de Ruhpolding. Moi j'ai juste une question à Martin. Fais les questions maintenant. Ouais. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des... Ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner un relais avec les copains. Et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat du monde. Oui, il la connaît par cœur. Mais plus sérieusement, le vrai gros événement de l'année arrive en fin de saison. Car même s'il aurait pu continuer d'enchaîner les victoires encore un bon moment, le Pyrénéen décide de tirer sa révérence. Bonsoir à tous. Voilà, avant tout, je suis extrêmement ému. Moi aussi, j'ai beaucoup pleuré en écrivant ce communiqué parce que j'ai dû aller chercher loin au plus profond de moi-même les émotions justes et les mots justes. Mais voilà, je regarde tout ça avec la vision de tout ce qui reste à écrire, avec l'envie de me rapprocher aussi de ma famille et des gens qui comptent énormément pour moi. J'avais envie de pouvoir leur dire que demain serait ma dernière course. Et que s'il voulait voir ma dernière course, c'est celle de demain qu'il fallait regarder. Donc. Une dernière course qu'il va conclure de la plus belle des manières. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa.
Martin fait ses adieux au biathlon sur une 83e victoire et surtout un magnifique triplé français. Comme un symbole pour lui dire « tu peux partir tranquille, la relève est assurée ». Et quand je me suis retourné au moment de dire au revoir, je l'ai fait en sérénité en me disant ben voilà, je suis fier de ce que je laisse derrière moi. Je laisse les clés aux plus jeunes de l'équipe de France, mais je sais qu'il y a du monde pour reprendre le flambeau et je peux m'en aller le cœur léger. Ah bah non. Mais si ses skis et sa carabine sont bien raccrochés, son palmarès, lui, ne va pas rester figé très longtemps. Et pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à un homme qui, encore aujourd'hui, risque sa vie pour avoir transmis les informations que je vais te révéler. There is information that my life in jeopardy. Is it the Kremlin that wants to kill you? Kremlin wants me to stop talking. Vladimir Putin wants you to stop talking. Yes. And people who cross Vladimir Putin often die of mysterious circumstances. Yes, even on US soil. Lui, c'est Grigory Rodchenkov, l'ancien directeur du laboratoire antidopage de Moscou. Et s'il a été grimé pour cette interview, c'était pour ne pas être reconnu, car depuis 2015, il est en cavale. Alors tout commence quand cette même année, l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, publie un premier rapport accusant la Russie de dopage organisé. À ce moment-là, il n'y a encore aucune preuve officielle, mais certains membres du laboratoire commencent à disparaître dans des circonstances plutôt étranges, si tu vois ce que je veux dire. Mais Rodchenkov, lui, sait ce qu'il s'est passé vis-à-vis du dopage et comprend que c'est l'État russe qui essaie de faire taire ceux qui en savent trop. En tant que directeur, il se doute aussi qu'il est le prochain sur la liste et décide donc de fuir vers les États-Unis. Là-bas, il demande la protection pour les témoins en échange d'informations très compromettantes. Une protection dont il aura bien besoin, car trahir la mère patrie, ça ne se fait pas sans conséquences. Y a qu'à écouter l'interview du réalisateur d'Icarus, un documentaire dans lequel Rodchenkov intervient pour comprendre. And it was a daily crisis management and how do we essentially keep this guy alive. And we moved our production offices 3 times. We took everything offline. Mais cette prise de risque n'a pas été inutile, car les aveux de Rodchenkov vont permettre à l'AMA d'ouvrir une nouvelle enquête. Et ce qu'ils vont découvrir est digne d'un James Bond, je te promets, tu vas voir. En fait, en fouillant dans le système informatique du laboratoire antidopage, les enquêteurs sont tombés sur une véritable mine d'or, contenant surtout les échanges du labo avec le ministère des Sports et les services secrets russes ordonnant des falsifications de tests. À ce moment-là, ça y est, la triche est avérée, mais c'est en fait bien pire que ce qu'ils pensaient. Car ce qu'en ont conclu les enquêteurs, c'est que le gouvernement de Vladimir Poutine aurait lancé, à partir de 2010, un programme de dopage d'État visant à garantir la performance des sportifs russes à domicile pour Sochi. Et c'est donc pour couvrir tous ces tricheurs qu'ils auraient demandé au labo de Moscou, dirigé par Rodchenkov, de falsifier des échantillons. Mais le pire reste à venir. Car une fois au jeu, c'est plus Moscou qui gère les tests, mais le comité olympique. Alors pour passer entre les mailles du filet, ils ont mis en place une stratégie lunaire. En fait, les athlètes préparaient des échantillons d'urine propre avant de commencer à se doper, puis, pendant les jeux, des agents russes étaient chargés d'échanger les échantillons positifs par ceux préparés en avance. Et là, tu vas me dire, comment c'est possible? Parce que les échantillons, c'est censé être sous-scellés et dans un laboratoire sécurisé. Eh bien, figure-toi que les agents avaient fait un trou secret dans le mur du laboratoire pour pouvoir aller voler les échantillons. Et autant te dire que quand ça s'est su, les sanctions sont tombées. D'abord collectivement, car depuis 2018, la Russie en tant que pays est exclue de la plupart des compétitions. Seuls les athlètes propres sont autorisés à participer et sous bannière neutre. Bon, même si ces derniers temps, ça a tendance à évoluer. Mais les sanctions ont aussi été individuelles et rétroactives, car sur les plus de 1000 athlètes russes qui auraient profité de ce système, certains ont été retrouvés et se sont vus retirer tous leurs titres. Ça a notamment été le cas d'un biathlète que Martin a souvent croisé sur les pistes, un certain Evgeny Ustugov. 6e médaille d'or olympique pour Martin Fourcade. Oui, une de plus dans l'escarcelle du biathlète français qui est désormais à la retraite. Il vient de récupérer officiellement l'or olympique de la Mastart des Jeux de Vancouver en 2010 au détriment du russe Evgeny Ustugov, déchu de ses titres et de ses médailles pour dopage. Oui. Alors oui, c'est un sentiment un petit peu particulier parce que moi je me suis construit autour de cette médaille d'argent avec cette histoire avec Simon, avec cette volonté et toute cette énergie qu'elle m'a donnée pour aller chercher l'or 4 ans après à Sochi. Donc voilà, je prends le positif de cette aventure. Je trouve que c'est un beau message envoyé pour le sport propre, même 16 ans plus tard, montrer aux athlètes qui trichent qu'ils seront jamais tranquilles.
Alors aujourd'hui, Martin profite de la vie avec sa femme et ses filles, mais ce titre, il doit quand même avoir un bon goût de justice. Surtout qu'il lui permet de ne plus être à égalité de médailles avec Teddy Riner, et donc de devenir l'unique Français le plus titré de l'histoire. Même si, pour moi, ce serait réducteur de résumer sa carrière à une collection de médailles accrochées au mur. Non, je pense que ce qu'il faut retenir, ce sont plutôt les valeurs de travail, de persévérance et de résilience qui lui ont permis d'en arriver là. Des valeurs qui ont inspiré toute une génération d'amoureux du sport et surtout de biathlètes que tu peux suivre tous les hivers en Coupe du Monde sur la chaîne L'équipe. Et franchement, c'est super cool à regarder, surtout que les Françaises et Français performent très bien. Alors pour ça, je voulais dire merci Martin, et j'espère que tu profites bien de ton après-carrière. Mais avant que tu partes, j'aurais besoin de ton avis, car la prochaine vidéo de cette série où on prend un sport et on raconte l'histoire d'une de ses légendes devrait arriver d'ici quelques semaines. Alors n'hésite pas à nous donner des idées de sport ou de sportifs dont tu voudrais qu'on parle. La prochaine vidéo, quant à elle, traitera des pires accidents des sports d'hiver, alors si tu veux pas louper ça, je t'invite à t'abonner, ça ferait super plaisir. En attendant, si tu trouves que celle-ci l'est méritée, tu seras une crème de lâcher un petit pouce bleu et de faire coucou en commentaire. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi. La bise.